Bonjour, je vous retrouve donc sur Atlantic Dialogue TV. Je vous le disais tout à l'heure, mon invité ce matin n'est autre que Andreas Kramer. Il est le fondateur et directeur émérite de l'Institut écologique qui est basé à Berlin. Bonjour Andrea. Alors, bonjour. Berlin, mais aussi dans d'autres capitales, dans d'autres villes. Oui, à Bruxelles, à Washington. Vous savez, l'environnement, c'est un défi global. Il faut travailler à l'échelle internationale et globale. Et il faut avoir des actions locales pour une réponse globale. Et oui, bien sûr. Alors, vous avez été ce matin donc, panéliste dans cette conférence qui se tenait consacrée au financement du changement climatique. Je voudrais vous demander le financement de la lutte contre le changement climatique. Les débats autour de ce financement, l'atténuation ou l'adaptation au changement climatique, est-ce qu'ils ont évolué depuis la signature du protocole de Kyoto? C'était en 1997, Andrea. Et oui, bien sûr, ça a évolué. On a compris l'urgence du défi, on a compris les sommes nécessaires pour adresser les problèmes. On a l'axe sur la mitigation, l'atténuation des émissions, mais aussi l'adaptation, mais aussi la transformation. Et entre-temps, on a construit l'architecture nécessaire, l'architecture institutionnelle qui est nécessaire pour collectionner l'argent, ramasser l'argent, créer des fonds suffisants pour avoir un poids sur le financement des projets. Et ensuite, tout ce qu'il y a comme intermédiaire pour développer les projets, implémenter les projets, pour financer et pour assurer toute l'architecture pour délivrer les projets. Est-ce que l'objectif justement des sommes que l'on veut collecter a été atteint? Je citerai peut-être, c'était la COP 15, est-ce qu'il y avait un objectif de 100 milliards par an? Est-ce que ça a été atteint? 100 milliards par an, la difficulté, c'est toujours, les 100 milliards, c'est des fonds additionnels au financement du développement. 100 milliards par an, maintenant on est à peu près 500 milliards par an qui sont disponibles pour le financement de la lutte pour les changements climatiques. C'est-à-dire on est arrivé au-delà des sommes prévues il y a 10 ans. Mais en même temps, il est devenu beaucoup plus difficile de distinguer entre le financement climatique et le financement développement tout général. Global. Oui, si vous voulez. Alors justement, est-ce que le montant de ces financements fait toujours débat aujourd'hui, alors que vient de se clôturer justement la COP24 en Pologne? Bon, là, les négociations entre les gouvernements de pays, c'est toujours, il y a des pays récepteurs qui veulent avoir des promesses d'argent des pays du Nord, et bien sûr, il y aura des promesses des pays du Nord, mais c'est toujours l'argent des contribuables, des contributeurs dans les pays du Nord, et c'est tout l'argent des gouvernements, c'est pas suffisant pour adresser les défis. Il faut aussi mobiliser le financement, l'argent privé, le capital privé. Et là, on voit qu'à même moment, on a des taux d'intérêt négatifs dans beaucoup de pays. C'est-à-dire qu'il y a plus d'argent qui cherche des projets à investir qu'il y a des projets faisables, bancables, acceptés, créditeurs, réalisables. Et c'est ça le défi pour le pays du Sud, de développer des projets, et pas seulement des simples projets singles, mais aussi des séries de projets pour bien étudiés, des projets bien étudiés. Bien étudiés, mais aussi répéter les succès et développer des institutions pour vraiment avoir toute une série de projets pour avoir vraiment un effet sur l'échauffement de terre. Alors, vous le disiez à l'instant, est-ce qu'il y a une implication croissante aujourd'hui des acteurs locaux et du secteur privé? Oui, et nous voyons que les banques, les compagnies d'assurance du Nord sont en train de retirer leur capital
des industries fossiles, du charbon, du pétrole et du gaz, et cherche à investir dans les projets d'énergie renouvelable, de l'économie de l'énergie, l'énergie système intelligente. Tout ça, c'est intéressant maintenant. Mais il y a aussi de petits investissements. Vous pouvez avoir un panneau solaire avec une batterie, un système intelligent pour gérer l'énergie à l'échelle d'une simple maison. On peut électrifier la maison d'une famille en Afrique pour $400. Notamment pour les zones qui sont un peu désenclavées ou enclavées. Ce sont des régions qui n'ont pas servi avec les réseaux électrifiés. Il n'y a pas d'électricité dans ces régions-là. Et la question est comment on peut donner accès à l'énergie moderne, l'électricité, aux gens, aux familles, aux petites entreprises dans des situations comme ça, où il n'y a pas les réseaux électriques. Il faut quand même porter quelque chose. Et maintenant, avec les coûts très faibles des panneaux solaires, mais aussi des autres composants qu'on doit configurer dans le système intelligent pour gérer l'énergie renouvelable à l'échelle d'une seule maison, ou un village, ou une petite entreprise, ou un réseau des villages. On peut agréer des petits systèmes comme ça, mais l'investissement individuel est très petit, $400. Ça, dans les statistiques, ça paraît d'être la consommation, c'est pas l'investissement, parce que c'est trop petit. Oui. Alors justement, on a beaucoup parlé de ce Green Fund, le fonds vert destiné donc au changement climatique. Où en est-on aujourd'hui? Bon, on n'a pas seulement un seul fonds, mais on a plusieurs fonds, peut-être 2 douzaines d'institutions, des fonds avec des spécificités régionales ou bien de pays. Il y a le financement des partenariats bilatéraux, il y a plurilatéral, régional, global. Tous ces programmes, ces fonds ont quelques problèmes. Ils sont jeunes, ils n'ont pas encore établi leur programme. Parfois, il y a le conflit entre les pays qui donnent l'argent et les pays récepteurs sur les conditions, les chaînes ajoutées à l'argent. Mais il y a une compétition aussi. Il y a un effet d'apprentissage. Il y a des solutions développées dans un fonds qui peuvent être appliquées aussi dans les autres. L'humanité, la communauté des gouvernements est en train d'apprendre comment on peut organiser un flux d'argent pour la lutte contre le changement climatique. Il y a un choc point justement à ce niveau-là. Un choc point. Chaque conférence, comme à Katowice, est un point de focus où tout le monde se concentre et discute les problèmes. Mais il y a aussi la publication des études scientifiques. Il y a aussi quelques événements comme les ouragans ou des feux, les incendies, des incendies dans la forêt. Des catastrophes naturelles. Oui, et, ou même la désintégration de la glace. La fonte de la glace. Antarctique. Toutefois, il y a un événement comme ça qui est dans la télévision, sur la télévision, dans tout le monde. Il y a un point où le monde comprend l'urgence aggravante du problème. Et il y a aussi les statistiques qui disent combien d'argent est mobilisé pour résoudre le problème et combien d'argent est retiré des industries qui sont à la fond de ce problème. C'est le charbon, c'est l'huile, le pétrole et c'est le gaz. C'est l'énergie fossile. C'est l'énergie fossile. Alors justement, Andrea, est-ce que les énergies renouvelables aujourd'hui sont compétitives, point de vue coût, financement? Oui. Maintenant, il est moins cher de construire de nouvelles turbines éoliennes que opérer une station thermale à charbon existante. C'est-à-dire qu'on peut arrêter l'opération des stations à charbon et investir l'argent dans les éoliens. Et en même temps, nous avons aussi les panneaux solaires qui sont capables de desservir des régions où il n'y a pas de réseau d'électricité. Ça, c'est incroyable. Important. Très important. Et
on voit qu'en même temps que l'urgence accroisse, il y a aussi la solution qui devient moins chère. Chaque année, les solutions sont moins chères que l'année précédente. C'est ça le signe d'espoir. C'est l'avenir, les énergies renouvelables. Oui. Alors je voudrais vous demander aussi quel regard vous portez sur cette expérience marocaine, ce volontarisme marocain en mettant l'accent sur les énergies renouvelables. Marocain, c'est tout à fait remarquable. Vous avez en Afrique, vous avez le Nigeria et l'Angola comme les pays du pétrole. Vous avez l'Afrique du Sud pour le charbon, mais vous avez vraiment le champion de renouvelables, énergie renouvelable au Maroc. Et c'est la combinaison de éolienne, solaire, mais aussi hydro. La mer. Non, hydrologique. La puissance hydrologique et la capacité. Les barrages. Les barrages, mais aussi c'est la différence, la largesse, la grandeur, le territoire étendu du Maroc permet de faire la liaison entre les régions différentes où il y a des régimes de vent différents. Il y a une insolation qui est un peu variable et la combinaison de ces facteurs fait qu'il y a un approvisionnement d'électricité assez stable pour le pays qu'on peut exporter aussi avec les lignes électriques entre le Maroc et l'Espagne. C'est un modèle qui peut servir d'exemple justement pour les pays africains, l'expérience marocaine. Beaucoup de monde d'ailleurs s'en inspire. Tous les pays de tout le monde peuvent regarder le Maroc, comment le Maroc qui a décidé assez tôt de ne pas investir dans le nucléaire, qui a décidé assez tôt d'investir dans les énergies renouvelables et de devenir un pays avec une vision. Vous avez le billet de 100 dirhams avec le symbole du désert. Il y a les éoliennes là-dessus. C'est normal pour le Marocain de regarder les éoliennes comme une partie des meubles, du paysage, du paysage avec des palmes géantes du pays, justement. Oui. Est-ce que vous êtes optimiste pour justement le changement climatique, pour le financement du changement climatique, pour la prise de conscience également? Vous qui dirigez un institut écologique. J'essaie d'être réaliste, c'est-à-dire on doit toujours regarder les risques, mais aussi le point d'espoir. Alors, quels sont les risques? Les risques sont des tipping points, des effets non linéaires, comme la déstabilisation de la glace sur Greenland, ou la libéralisation du méthane dans les terres froides dans le nord, ou les incendies de forêt qui font échapper beaucoup de charbon, de CO2. Peut-être l'arrêté de la circulation thermique dans l'océan qui peut changer le climat en Europe d'une décennie à l'autre. Oui, il y a des raisons, des visions qui font peur, mais il y a aussi le développement qui font l'espoir. Alors justement, que dire du retrait américain justement de l'accord sur le changement climatique? C'est le retrait d'un pays symbole exprimé par le gouvernement fédéral. Mais il y a aussi les États, les 50 États, il y a aussi des villes aux États-Unis. Il y a aussi le changement dans le système d'énergie des Américains. Vous savez, le charbon est en train de diminuer aux États-Unis. En effet, on a la croissance du gaz et une croissance des énergies renouvelables. Si on regarde les faits, l'industrie, le comportement du système énergétique, les États-Unis sont constructifs, ils font partie de la solution. Ils sont en train de fournir, de développer des technologies, mais aussi les connaissances scientifiques nécessaires.
C'est seulement le gouvernement fédéral avec une certaine clique des républicains et des présidents qui n'aiment pas l'accord de Paris. Alors, je voudrais vous faire réagir sur un sondage qui a été fait concernant le Global Sud, le Sud global, et les financements qu'il reçoit pour le changement climatique. 21% disent qu'ils sont satisfaits justement de ces financements et 76% disent qu'ils ne sont pas satisfaits. Quel regard? On n'est jamais satisfait de l'argent qu'on reçoit. Il y a quand même une grande différence entre 21% et 76%. Il y a une grande différence, mais il y a aussi une malcompréhension. Parce que la discussion aujourd'hui était sur le financement entre gouvernements, c'est-à-dire la négociation entre les gouvernements des pays riches et les gouvernements des pays récepteurs des fonds. Mais c'est une très petite partie de tous les fonds d'argent qui doivent être mobilisés pour résoudre le problème. Le vrai défi est de créer les situations dans le pays du Sud global, pour attirer le privé, le capital privé pour des projets, pour l'énergie, pour le transport, pour l'agriculture, pour tout type de développement. C'est ça le défi. Et le mot de la fin, c'est vous avez été panéliste, vous avez rencontré beaucoup de gens qui représentent un think tank comme le Policy Center for the New South, justement. The Policy Center for the New South, c'est un exemple pour le Maroc. C'est formidable comme le Policy Center est capable d'attirer des personnages de grande envergure de tout le monde pour venir au Maroc, pour expliquer leur point de vue, partager leurs perspectives, mais aussi pour apprendre les perspectives du Maroc, les problèmes et avoir un entretien avec les autres représentants d'Afrique, mais aussi des autres pays du Sud global. Un espace d'échange. Un espace d'échange, mais aussi dans une démocratie, il faut avoir des institutions qui sont là pour gérer les débats, pour intégrer des idées, mais aussi pour contester les bases de connaissances qui sont là pour formuler la politique. Il faut toujours avoir des esprits critiques pour contester et valider les données, l'information, les bases de connaissances pour la politique. C'est nécessaire pour éviter les erreurs dans la formulation des politiques publiques. Quel est le centre d'intérêt de votre institut écologique, institut qui est basé à Berlin? Sauver la planète. Sauver la planète. On est là tous pour ça. Tous pour ça. Je vous remercie infiniment, Andrea Kramer. Je rappelle que vous êtes le fondateur et aussi le directeur émérite d'Ecologic Institute qui est basé à Berlin. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Je vous souhaite bon séjour parmi nous. Merci. On se retrouve dans un instant. C'est moi qui